Vous êtes sur TV5 Monde, bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes, c'est l'heure de 64 débats. Le thème ce soir, l'intelligence artificielle au cœur de la guerre en Iran. Quel rôle joue l'IA dans cette guerre déclenchée par les États-Unis et Israël, Iran, mais aussi Gaza et Ukraine? Nous allons voir comment cette révolution technologique s'impose sur les champs de bataille, quels sont les risques, les dangers, mais aussi les conséquences déjà visibles et perceptibles. Avec nous pour en parler, Olivier Sibony, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5. Vous êtes professeur à HEC Paris et à Oxford, co-auteur avec Éric Hazan du livre « Faut-il encore décider? La décision humaine à l'ère de l'intelligence artificielle ». C'est chez Flammarion. Arnaud Valli, bonsoir et bienvenue également. Vous êtes responsable des affaires publiques chez Command AI, start-up française, jeune pousse comme on disait à l'époque, spécialisée dans l'IA de défense. Et le général Jean-Paul Paloméros, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Ancien commandant suprême allié, transformation à l'OTAN, ancien chef d'état-major de l'armée de l'air française. Avant de vous entendre tous les trois, on commence avec Hugo Barbieux. Bonsoir Hugo. On va voir avec vous en quoi cette IA est déjà utilisée sur les champs de bataille. Pour commencer, des révélations du Wall Street Journal qui nous apprend que les forces américaines ont enlevé Nicolas Maduro, le président du Venezuela, grâce à l'intelligence artificielle. Eh bien oui, rappelez-vous de ces images spectaculaires. C'était au tout début du mois de janvier. L'opération n'avait duré que quelques heures entre son coup d'envoi et l'incarcération du président vénézuélien déchu. Les Américains, ce jour-là, ont pris tout le monde au dépourvu. Eh bien, tout ceci a été rendu possible grâce à l'IA en partie. C'est ce que révèle effectivement la presse américaine, citant des sources anonymes au sein du ministère américain de la Défense. Sur quels éléments précis l'armée américaine s'est reposée pour conduire son opération? Cet aspect est beaucoup plus flou, rien ne fuite. Il faut se contenter d'un vague communiqué du Pentagone. Je cite, « Ces outils peuvent servir à de nombreuses applications allant de la synthèse de documents au pilotage de drones autonomes. » Et autre conflit où l'intelligence artificielle est utilisée, il s'agit de la guerre à Gaza. Oui, depuis 3 ans déjà, l'armée israélienne utilise un programme baptisé Lavender pour identifier des cibles dans l'enclave. Officiellement, l'utilisation de l'intelligence artificielle permet, selon ses promoteurs, de mieux distinguer les civils des combattants et de maîtriser la proportionnalité des frappes. Toutefois, les experts mettent en garde. Lavender admet une marge d'erreur. De plus, Lavender a été utilisé à Gaza parce que c'était un territoire très restreint et qu'il était associé à un système de surveillance de masse. Et enfin, on va évidemment y revenir, Hugo, l'intelligence artificielle qui est au cœur, et pas qu'un peu, de la guerre en Iran. Effectivement, pour frapper pas moins de 1000 cibles dans les 24 premières heures de son attaque contre l'Iran, l'armée américaine s'est appuyée sur la technologie la plus avancée jamais utilisée en temps de guerre. Il s'agit du système intelligent Maven, développé par la société d'analyse de données Palantir. Cette arme d'un nouveau genre permet de réduire ce que les militaires appellent la kill chain, c'est-à-dire le temps entre la détection de la cible et la frappe. Les algorithmes du système Maven analysent en temps réel des quantités énormes de données et de renseignements, images satellites, vidéos, sons électromagnétiques, etc. Alors, était-ce ce système impliqué dans le bombardement d'une école iranienne qui a fait plus de 160 morts? Pour l'instant, rien ne permet de l'affirmer ou de l'écarter. Ni les États-Unis ni Israël n'ont reconnu être à l'origine de cette frappe, mais Washington dit avoir lancé une enquête. Merci beaucoup, Hugo, pour ce point complet et précis. Pour lancer le débat, Arnaud Valli, c'est l'intelligence artificielle qui tue dans cette guerre en Iran? Alors c'est une question de toujours l'outil et son but. Dans une guerre, on essaie toujours d'avoir un effet final recherché et des objectifs. Beaucoup de moyens ont été utilisés d'abord de manière pacifique, puis à la guerre. Je pense évidemment à l'aviation, vous en avez beaucoup d'autres. L'IA en tant que telle, aujourd'hui, n'est pas spécifiquement entraînée pour des besoins militaires, mais on le voit aujourd'hui, il y a une vraie porosité. On parlait du logiciel Claude Anthropic, en fait, un modèle dans le langage qu'on appelle un LLM, un large langage model, qui est utilisé avec Palantir, qui permet effectivement, avec de l'analyse de données, de textes, de recoupement, parce que analyser des données, c'est une chose, mais les recouper et les rendre de manière intelligible pour des opérateurs, ça, c'est une vraie nouveauté dans la guerre. L'entreprise que vous citez, son patron, la veille du début de la guerre, donc le 27 février, la guerre a commencé le 28 février, avait demandé au Pentagone de ne pas utiliser son service pour surveiller la surveillance de masse notamment. Alors pour deux cas spécifiques, effectivement la lettre de ce patron d'Anthropic, qui est différente de Palantir, ces deux entreprises avec des visions parfois différentes, mais qui travaillent ensemble, c'était une sorte de veto sur deux sujets principaux, donc la surveillance de masse des citoyens américains, n'oublions pas qu'il y a aussi cette vision très américaine opération extérieure, dans son lettre il dit très bien qu'ils veulent défendre les démocraties mais pas à n'importe quel prix,
Et l'autre, c'est sur l'utilisation totalement autonome des drones, notamment dans leur décision de tuer ou pas, de neutraliser une cible. Au-delà de ça, on voit bien que Claude et Anthropic sont toujours utilisés dans les systèmes américains et qui les permettent de les rendre beaucoup plus rapides et surtout avec une densité jamais vue aujourd'hui dans l'histoire. Général Jean-Paul Paloméros, plus qu'un outil, l'intelligence artificielle semble devenir un outil stratégique dans les conflits. Est-ce que vous diriez qu'on assiste à une révolution de la guerre avec l'IA ? Une révolution, peut-être pas une accélération. Et surtout un questionnement sur lequel on travaille depuis longtemps dans les états-majors. J'étais à la transformation de l'OTAN en 2015 et c'était des sujets qu'on abordait. Les algorithmes ont toujours fait partie, si vous voulez, du monde militaire, des armements, de la reconnaissance sur carte pour s'affranchir du GPS, des choses comme ça, dans des missiles de croisière. Mais jusqu'à là, tout ça était parfaitement maîtrisé. Il pouvait y avoir évidemment des erreurs. Il suffit de rentrer les mauvaises données et vous vous trompez de cible. On se souvient de la frappe pendant le Kosovo de l'ambassade de Chine à Belgrade, par exemple, par les Américains. Mais tout ça, c'était des algorithmes. Aujourd'hui, évidemment, et nos amis, nos invités vont le dire mieux que moi, mais il y a une accélération du processus et il y a un risque. Il y a aussi un avantage. Donc, il faut tirer le meilleur et essayer d'éviter le pire avec ces flots de données. Et il y a une vraie question qui me taraude, c'est évidemment la question de la souveraineté. La souveraineté des données, la souveraineté des algorithmes. C'est quoi le pire pour vous, Général Paloméros ? Pardon ? C'est quoi le pire pour vous ? Le pire, c'est d'utiliser des outils auxquels on n'a pas contribué, qui sont livrés clé en main. Et enfin, ça, c'est le risque. Et Dieu sait, j'espère bien qu'on va s'en affranchir et de transformer ces outils en intelligence augmentée, en intelligence collaborative, mais pas en intelligence autonome. Et c'est ça la question. Et c'est vrai que la tentation est forte. Agréger toutes ces informations pour pouvoir accélérer et encore accélérer la boucle d'orientation, décision, action. Mais il y a un moment donné où il faut que le chef reste le chef. En tout cas, nos invités acquiescent à vos propos hein, sur ce risque. Olivier Sibony, notre confrère Stéphane Loer dans le journal Le Monde rappelle la célèbre phrase attribuée à Georges Clemenceau: « La guerre est une chose trop grave pour la confier aux militaires. » Je vous pose la question, la guerre peut-elle être confiée et pilotée par l'intelligence artificielle ? Non, enfin en tout cas mon avis est que non. Ce qu'on essaye de décrire dans notre livre sur la décision et l'intelligence artificielle en général, c'est la distinction qu'on pense qu'il faut faire entre deux choses. Ce que l'IA peut faire et ce qu'on devrait laisser l'IA faire. Et il y a des tas de situations, et on vient d'en aborder certaines dans le cadre de la guerre, où on pourrait imaginer que l'IA soit plus performante que les humains, soit parce que, comme le disait le général Palomero, elle accélère la prise de décision, soit parce que, comme le disait Arnaud Valli, elle permet éventuellement d'être plus efficace dans le ciblage et donc théoriquement d'éviter des pertes collatérales qui seraient plus importantes quand on a un ciblage humain qui peut faire des erreurs. Donc en théorie au moins, ça reste à démontrer, mais en théorie au moins, l'IA, et il y a même des philosophes pour dire ça, l'IA serait une manière de faire une guerre plus propre. Et en fait, ce que nous, on pense, c'est qu'il y a une vraie raison de principe, une vraie raison éthique et probablement aussi des vraies raisons juridiques pour ne pas laisser cet argument prendre le pas et pour se dire qu'il y a des choses, pas toutes évidemment, je ne parle pas du renseignement par exemple, mais qu'il y a des choses dans la guerre, et en particulier les armes létales autonomes, sur lesquelles on devrait tracer une ligne de principe et dire ça non, il faut que ça reste un humain qui appuie sur le bouton. Sur le juridique, c'est quoi le problème ? C'est que ça pose la question de la responsabilité. C'est que ça pose la question de la responsabilité en cas d'erreur. Prenez cette épouvantable tragédie de l'école de Minab. Qui est en faute ? Si c'est une IA, on ne sait pas encore si c'est une IA, mais si c'est une IA qui a pris cette décision, qui est en faute ? S'il y a des atrocités qui sont commises et qu'il n'y a pas de sujet de droit auquel on puisse les reprocher, on a un vrai problème. J'allais vous poser la question, qui serait responsable avec les conditionnels si effectivement c'est une erreur, comment on pourrait dire, pas d'appréciation, mais en termes de données par exemple, qui serait
responsable? C'est évidemment très difficile de juger une opération militaire en cours et je pense que malgré l'enquête du Pentagone, certaines données vont rester probablement classifiées pendant un certain temps. Ce qui est sûr, c'est que dans le commandement militaire, il y a une spécificité, c'est qu'il y a évidemment une responsabilité, une hiérarchie. Le général Paul-Romaros pourra en parler mieux que moi. Moi, je n'ai été qu'officier subalterne, mais pour dire qu'il y a quand même un chef qui prend une décision. Et les outils d'IA aujourd'hui sont des aides d'appui à la décision. Il est sûr que la guerre reste un conflit des volontés, reste en fait la continuation de la politique par d'autres moyens, et plus on monte en fait dans les niveaux stratégiques, en fait plus l'IA est difficile à utiliser, car même si on peut avoir le même logiciel de planification, de frappe, on voit aujourd'hui l'efficacité, on va dire technique de ce qui est conduit aujourd'hui en Iran, in fine pour quel but, et finalement quels sont les buts de guerre américains derrière. Ça reste une définition très difficile à juger par une IA. Mais les deux grandes questions, c'est quoi? C'est la fiabilité, et la place dans le processus de décision, c'est ça? La fiabilité d'une chose, évidemment. C'est-à-dire, est-ce que c'est fiable? Est-ce que là, on est sûr que se trouve à cet endroit, non pas une école de filles, mais une base des gardiens de la Révolution? Est-ce qu'on est sûr qu'à ce moment-là, il y a telle ou telle personne? Ça, c'est la fiabilité. Et le processus de décision, c'est de dire, bon, ben là, on est sûr, on y va. Alors, dans la chaîne, il faut voir évidemment les images. Est-ce que le Tomahawk a été intercepté? Est-ce qu'il y a un problème moteur qui est tombé? Ou est-ce que c'est vraiment délibéré pur? Ça, c'est une autre question. Mais vraiment, la fiabilité est évidemment importante parce qu'in fine, c'est une question de vie ou de mort. C'est pour ça que les armées occidentales, quand elles essaient de tester, de mettre en place des algorithmes ou des systèmes d'IA, il y a une vraie question de contrôle et de confiance. Le général Paul-Romaros en parlait de où est-ce qu'on développe nos modèles? Est-ce qu'on peut être sûr de A à Z qu'il y a une certaine ligne éthique derrière, mais aussi une responsabilité par rapport à une doctrine? Et pour la seconde partie de votre question, par rapport à la chaîne de commandement, je pense que l'IA ne révolutionne pas fondamentalement les principes de la guerre, encore une fois, mais effectivement le tempo tend à s'imposer. On vous parlait de Lavender dans votre introduction, même si l'humain est dans la boucle, si l'humain ne fait qu'appuyer sur le bouton vert, finalement, est-ce que c'est l'humain ou l'IA qui est responsable du traitement des cibles et du taux d'attrition pour la population civile? Il y a un niveau d'accélération où le contrôle de l'humain devient théorique. C'est-à-dire que si on a un temps tellement court pour valider ou ne pas valider la proposition de l'IA que en fait, on finit par la valider à chaque fois, on tombe dans le biais d'automatisation, comme on dit, et le contrôle devient théorique. Tout à fait. Le contrôle humain. Général Jean-Paul Paloméros, est-ce que ce phénomène, l'intrusion de l'IA dans la guerre, elle accroît l'asymétrie entre les belligérants? Elle peut le faire. C'est un outil davantage que je qualifierais de cognitif. On parle beaucoup de la guerre cognitive, c'est ça, c'est savoir avant, anticiper, mais voilà, il faut... l'idée, je crois qu'elle a été développée, c'est un entraînement conjoint. C'est-à-dire, moi, je ne crois pas du tout au développement d'IA qui soit très technique, puis qui soit transformé, ou même s'il y a un besoin d'utilisateur qui dit, voilà ce qu'il faut. Je crois qu'il faut de plus en plus collaborer dans des équipes, en plateau, en toute confiance, pour d'abord que l'utilisateur final qui va avoir la décision à prendre soit avec un maximum de confiance, non pas qu'il ait à maîtriser les algorithmes dans le détail, mais qu'il puisse s'y entraîner. Ça, un très gros avantage, c'est l'entraînement, l'éducation, la formation. Ça, là, j'y vois vraiment, parce qu'on peut étudier diverses solutions, divers plans. On sait que l'IA est très performante dans les jeux qui sont dans les jeux de Go, dans les échecs. Et là, il faut vraiment s'en servir parce qu'on a du mal à se tester soi-même quand on est chef sur le meilleur plan d'action. Est-ce que la France utilise l'IA d'ores et déjà? Est-ce qu'elle a un département lié à cela, au ministère des Armées? Oui, il y a une agence de l'intelligence artificielle. Ça a été pris en compte relativement tôt et d'une manière, comment dirais-je, homogène au sein du ministère. Ça c'est bien parce qu'il y a au moins une direction. Et puis, après, il faut évidemment que les armées aient leurs propres caractéristiques. Mais il y a des domaines, on pense à l'espace, on pense évidemment à tout ce qui est frappe dans la profondeur, les drones. Moi, fut un temps où je souhaitais des drones armés. On m'a expliqué, alors vous ne vous rendez pas compte, ce sont des robots. Alors je leur disais à l'époque, les drones armés, en fait, nous on les contrôle jusqu'au dernier mètre. C'est même un peu compliqué parfois. Mais en revanche, l'avenir vous posera beaucoup plus de problèmes de conscience. Et là, finalement, l'IA s'introduit, et si on y prend garde, il va progressivement s'insinuer tellement profondément que d'abord on ne pourra plus s'en passer, et qu'ensuite on ne pourra plus le contrôler. Donc, je crois que ce travail commun, et c'est bien qu'on ait une agence de numérique, une agence de l'intelligence artificielle, elles sont là pour ça. Oui. Non pas pour mettre des règles qui seraient idiotes parce qu'elles freineraient le processus bêtement,
mais bien pour avoir des garde-fous. Ouais. Et puis, puisqu'on a une entreprise d'IA nationale, ben bravo, parce qu'on on a fortement besoin. Qu'on puisse s'appuyer sur des compétences nationales pour être sûr de garder notre éthique. Garder l'éthique, justement. À propos d'éthique, Olivier Sibony, est-ce que vous diriez que l'IA, elle déshumanise encore plus la guerre, l'ennemi et les civils? C'est un danger, mais techniquement, quand vous remplacez un humain par une machine, vous avez déshumanisé. Est-ce que ce qui est déshumanisé est forcément plus inhumain? C'est pas évident. C'est pas évident. Il y a malheureusement des tas d'humains qui prennent des décisions absolument inhumaines. Ouais. Donc, il ne faut pas s'arrêter à cette idée de déshumaniser, que la machine serait forcément un mal. Parce que quand on fait ça, on s'imagine que l'IA, c'est forcément mal. Non, c'est la guerre le problème, c'est pas l'IA. Donc, mettons-nous bien d'accord sur le fait qu'il peut y avoir des applications de l'IA qui sont en fait plus humaines, plus bénéfiques de manière générale, ou moins dommageables quand on parle de guerre, que quand on parle d'IA. Je prends l'exemple de ce que décrivait le général il y a un instant. Utiliser l'IA pour simuler des scénarios, pour s'entraîner à des décisions, pour imaginer ce qui peut se produire sur le champ de bataille, c'est une utilisation merveilleuse de l'IA. On pense tout de suite à l'IA comme le robot tueur, comme l'agent auquel on va déléguer l'exécution d'une mission. C'est une utilisation qui a des dangers, mais utiliser l'IA comme un partenaire de réflexion pour prendre de meilleures décisions, pour avoir une meilleure vision stratégique, pour réfléchir à des choix tactiques, c'est quelque chose que dans le militaire, comme partout ailleurs d'ailleurs, comme pour un chef d'entreprise, comme pour un dirigeant d'association, comme pour un politique, peut-être on peut faire. Donc l'IA peut être un partenaire de réflexion très précieux aussi, et pas seulement le monstre robot tueur dont on nous parle. Alors, est-ce que c'est un tabou ou pas? On entend peu les dirigeants, il me semble, israéliens ou américains en parler, mais tout de même, Pete Hegseth, le secrétaire d'État, le chef du Pentagone, le secrétaire à la guerre, comme il s'appelle désormais, s'est exprimé à ce sujet. Écoutez-le en conférence de presse. Nous avons beaucoup de systèmes autonomes, des drones et d'autres outils avec de l'intelligence artificielle dont je ne peux pas vraiment vous parler. Voilà, c'était lors d'un reportage de notre partenaire France 2. C'est un tabou ou pas? Là, il répond parce qu'on lui pose la question, Pete Hegseth. Dans l'appareil aujourd'hui militaro-administratif américain, on ne peut pas dire que l'IA soit vraiment un tabou. On dirait même qu'il y a des liens extrêmement profonds entre l'administration de Trump et certains des gens de la technologie militaire, que j'ai déjà cités, même certains financiers. Mais quand il y a tabou, c'est de dire on l'assume. C'est vrai que parfois on entend aussi des dirigeants américains et israéliens vanter justement la précision lorsqu'on dit là il y a des victimes civiles. C'est comme beaucoup de choses, dès qu'il y a malheureusement une catastrophe ou une bavure qui arrive, on n'en parle pas et ça devient tabou d'en parler. Et quand on a des résultats fondamentaux comme la mort de l'ayatollah Khamenei père, effectivement, là, on a eu beaucoup de mots. Maduro, vous l'avez vu avec des sources du Wall Street Journal. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui étaient très contents de montrer l'efficacité du dispositif américain. Il y avait un bébé de 14 mois tout de même. Donc, ça, bien sûr. Mais, vous voyez, j'en parlais hors plateau tout à l'heure. Lavender, par exemple, les Israéliens parlaient d'un taux d'efficacité de 90% sur des cibles. Alors, attention, la question éthique et morale, qu'est-ce qu'on considère comme des cibles? Évidemment, dans les armées occidentales, nous n'avons pas toujours la même définition que Tsahal. Mais in fine, un taux de prison de 90% pour des frappes, si on regarde au regard de l'histoire, je parle pour des généraux de l'armée de l'air, notamment ici, des généraux de l'armée de l'air, lors de la Seconde Guerre mondiale, c'était moins d'une bombe sur 3 qui arrivait à moins de 500 mètres de l'objectif lors des bombardements alliés. Donc il y a quand même une question de l'IA dans sa létalité qui évidemment fait peur, qui peut être tabou, mais on parlait de déshumanisation, on parlait d'un projet, on parlait de l'AMIAD, donc l'agence interministérielle d'IA de défense. Il y a une idée, par exemple, dans les armées françaises, de créer des unités robotiques. Et là, on entend déshumanisation par éloigner le combattant du danger et du feu direct. Et on se rend compte qu'en Ukraine, par exemple, qui est un autre conflit où l'IA joue un rôle primordial et qui, évidemment, on en parle un petit peu moins depuis quelques jours, in fine, l'idée est de retirer l'humain le plus possible du champ de bataille et d'éloigner la distance des tranchées. Donc, encore une fois, science sans conscience des graines de l'âme, si l'IA vous permet de perdre moins d'hommes que vous et de n'avoir, entre guillemets, que 7 morts dans une opération militaire de telle ampleur, du point de vue américain du citoyen, peut-être que c'est positif. Effectivement, du point de vue iranien, évidemment, des pertes collatérales, c'est une autre question. Et dans la guerre, il y a plein de champs d'application. Par exemple, en Ukraine et Russie, il y a la reconnaissance. Je crois que les Ukrainiens utilisent l'IA pour reconnaître aussi les corps des défunts, pour plein de choses. Alors, reconnaissance spatiale, un exemple dont on peut parler qui est très actuel, regardez ce qui se passe à Dubaï en termes de lutte aérienne. Il y a bien une catégorisation des menaces qui ne peut pas être procédée par l'esprit humain, qui ne peut pas aller assez vite. Donc, de mise en relais de ces effecteurs, de ces défenses, pouvoir choisir quel va être le meilleur moyen d'intercepter un missile, à quel coût et dans quel moyen de protection. Et ça, il y a un rôle décisif à Dubaï ou à Kiev tous les soirs pour essayer de protéger les populations. Merci beaucoup à tous les trois. Arnaud Valli, Olivier Sibony et Général Jean-Paul Paloméros. Merci de nous avoir donné des clés de réflexion et de compréhension sur ce sujet dont on n'a évidemment pas fini de parler.